dans l'idée, c'est un débat d'environ 1h30. Donc, une table ronde dans le cadre du festival de faux documentaires On vous ment, la première édition. Je vais commencer tout de suite par les présentations des invités qui nous font l'honneur d'être présents. Alors, je commence par vous, Gérard Sottman. Vous êtes le scénariste de Paul Verhoeven, notamment pour sa période néerlandaise. Et vous êtes l'auteur de, entre autres, La chair et le sang, Black Book, Speters ou encore Turkish Delice. Votre point de vue sera très certainement sollicité concernant l'écriture en tant que scénariste, sur l'écriture documentaire, ses spécificités, le documentaire, ce qui est repris, etc. Ensuite, à votre gauche, Jean-Teddy Philippe. Vous êtes réalisateur, notamment des Documents Interdits, qui est une série de 13 courts-métrages que vous avez réalisé entre la fin des années 80 et le début des années 90, qui était particulièrement novateur pour l'époque. Il s'agit de ce qu'on appelle du found footage, donc littéralement des films trouvés. Ce sont donc des images, dans votre cas filmées, avec un travail plastique qui donne une impression d'image récupérée, parfois détériorée volontairement, etc. Et vous, votre point de vue sera très probablement pertinent concernant, entre autres, la manipulation des images, le montage, le commentaire, les images audiovisuelles, la télévision. Et je vais laisser la parole à Yanis pour la suite des présentations. Alors oui, je vais présenter Scribe maintenant, qui est immédiatement à ma droite. Vous êtes auteur, scénariste, on vous doit notamment le dernier scénario du film de Larry Clark, sorti en 2014, qui s'appelle The Smell of Us. Et vous intervenez dans de nombreuses conférences autour des termes, autour de Pasolini notamment, où vous êtes plus ou moins spécialiste, et de la jeunesse, qui est le thème qui a été abordé dans le film de Larry Clark mentionné. Ensuite, encore plus à ma droite, respectivement Bruno et Nicolas, duo de réalisateurs, scénaristes et dialoguistes. On vous doit 2 longs métrages. Le premier, La personne aux 2 personnes. Le second, Le grand méchant loup, sorti en 2013, en salle et diffusé sur Canal+. Et par ailleurs, dans le cadre de notre festival, vous êtes, vos paroles risquent d'être très intéressantes dans la mesure où vous êtes les auteurs de Messages à caractère informatif, une série de détournements diffusés sur Canal+ dans les années 2000, et également un remake d'une série britannique, donc un remake français qui s'appelle The Office, et donc une série télévisée de faux documentaires. Donc, ça risque d'être extrêmement pertinent. Je vais ouvrir le débat. Dans la préparation de cette table ronde, on avait pensé partir sur une question très vaste qui ouvre à beaucoup d'enjeux propres au cinéma, pas seulement au genre documentaire, qui est la question des rapports que peuvent entretenir les faux documentaires avec la question de la vérité au cinéma. Donc pour ouvrir, on peut partir d'une remarque, du constat suivant. C'est que le sens commun semble faire une distinction entre œuvres de fiction et œuvres documentaires. Et justement, le faux documentaire vient brouiller cette frontière en nous proposant des images qu'on identifie aux documentaires mais qui sont fictionnelles. À partir de cette idée, donc selon vous, la distinction tranchée entre réalité et fiction est-elle pertinente ? Et à ce titre, est-il simplement possible de dire la vérité ? Son expression totale peut rapporter la vérité. Au mieux, elle s'en approche. Elle est un signe, peut-être, ou un ensemble de signes contenant des vérités, je dirais. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais... Pourtant, c'est parfois ce qu'elle se propose de faire, notamment dans l'audiovisuel. C'est là aussi où il y a peut-être une confusion entre ce qu'est une œuvre de documentaire et ce qu'est une œuvre de reportage, qui ne poursuivent pas du tout les mêmes buts. Je ne sais pas, éventuellement, si vous vouliez réagir par rapport à ça ou autre chose. Oui, tout à fait. En fait, c'est le contrat avec le spectateur. En fait, après, effectivement, le documentaire implique une subjectivité annoncée. Alors que le reportage sous-entend une reproduction de la réalité. Or, effectivement, bien juste avant, la frontière n'existe pas, elle n'est pas annoncée, quoi. En fait, c'est ça la différence. Voilà. Je sais pas.
Juste une chose que je voudrais rajouter tout à l'heure, j'ai omis d'en parler, mais qui aujourd'hui pourtant est absolument essentielle, c'est qu'une image n'existe pas par elle-même, elle est aussi tributaire du média qui la diffuse. Et il est évident que, notamment en télévision, puisque c'est quand même là où le plus grand robinet à images est ouvert, que la télévision ne vit que par le nombre de gens qui la regardent. Et qu'il est évident que la captation, si j'ose dire, le meilleur moyen de rassembler des gens devant un écran et donc devant une image, c'est l'émotion, c'est pas du tout l'information. Donc dès l'instant où voilà un élément qui ces dernières années pervertit de manière tout à fait vicieuse, je veux dire l'ensemble des images, c'est-à-dire que même si les images s'inspirent du réel ou sont vraies, elles sont en revanche montrées et mises en place pour susciter à chaque fois le plus d'émotions possible. Je veux dire, ces dernières années, il y a de la musique dans des documentaires, il y a de la musique sur des reportages. Je veux dire, c'est juste improbable. Quand on y pense, c'est une manipulation majeure. Ça aussi, ça rentre énormément en ligne de compte sur la séparation et la frontière extrêmement floue qu'il peut y avoir entre le vrai et le faux, quoi. À ce propos-là, il y a un grand maître du documentaire qui est Peter Watkins, qui a beaucoup écrit sur ce qu'on appelle la monoforme dans les médias et dans le cinéma. Scribe, peut-être tu voulais en parler, je sais que c'est quelque chose que tu connais un petit peu. Je crois qu'on connaît un peu tous ici. Je ne sais pas si je serais le mieux placé pour en parler, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut relier Watkins à Pasolini. Pasolini décrivait une uniformisation du monde, et Watkins décrit une uniformisation de la grammaire audiovisuelle, pas seulement cinématographique. C'est surtout les médias. Donc qui est caractérisée par le fait d'avoir un bombardement d'images, une fragmentation, un champ sonore saturé et peu d'espace réflexif en fait. Et c'est vrai que en fait, quand on regarde le cinéma, même depuis ses débuts, il tente à s'uniformiser, il tente d'y avoir une grammaire. Et donc on est dans un cinéma qui serait comme ça univoque, donc qui n'aurait qu'une vérité justement, qu'une véritable forme. Et je pense qu'au contraire, le cinéma est le plus intéressant quand il est ambivalent, quand il est plein de sous-entendus, quand il est dans la duplicité, quand il ment. En fait, le cinéma est un bon, pour moi en tout cas, hein, c'est le cinéma que je préfère, c'est celui où justement le spectateur n'est pas juste un récepteur qui serait statique, qui serait passif, mais un réceptionneur qui serait en mouvement et qui aurait son propre mouvement, qui aurait sa propre part à jouer dans le film. Parce que, comme tu disais, c'est un contrat et c'est pas forcément un contrat qui est le même pour tout le monde, justement. Oui, ce que je trouve intéressant justement avec Watkins, c'est que tu parlais d'émotion, et c'est vrai qu'il y a un double cliquet dans le faux documentaire, c'est-à-dire qu'on propose d'abord une sorte de connivence encore plus forte que la fiction, parce qu'on reste dans le... on dirait que, voilà, en tout cas quand on est au courant de ce qu'on va voir, et c'est quand même la plupart du temps le cas, et dans Peter Watkins, c'est vraiment ça, il s'amuse à nous montrer la commune telle qu'elle aurait été, à nous montrer, tiens, qu'est-ce qui se passerait s'il y a une bombe nucléaire qui tomberait sur Londres, ou Punishment Park. Et en fait, il y a un deuxième cliquet qui vient de la forme, et chez lui, c'est vachement prégnant, c'est-à-dire, on est plongé par la force du style documentaire, de cette manière de filmer, tout d'un coup, on oublie ce côté ludique du faux documentaire et on est plongé dans l'émotion, dans le ressenti. C'est-à-dire, alors que le principe de départ, notamment chez Watkins, c'est toujours très hypothétique. Punishment Park, voilà, c'est un scénario complètement fictionnel tiens, on dirait que les adolescents ont une seconde chance. Et en fait, on est pris par le truc tout d'un coup, même dans la commune. On est pris par le truc et on ressent des choses, ça nous renvoie, comme la fiction, en fait, ça nous renvoie à ce qu'on a pu vivre. Et je trouve que c'est ça qui est surprenant dans le faux documentaire, c'est-à-dire que
il y a cette espèce de petit jeu de connivence où on s'amuse à singer la manière dont on nous présente les news et les reportages pour un peu faire une sorte de tuto de révision consciente. Mais derrière, on retombe dans des trucs de fiction très forts. Je me rappelle quand on a fait The Office, le bureau, l'adaptation de The Office, c'était très bizarre de voir que le plaisir des gens, enfin ceux avec qui on avait pu discuter, qui avaient vu ce faux documentaire sur une petite PME en banlieue, il y avait un mélange de plaisir et de malaise. Mais un malaise positif, mais parce qu'ils retrouvaient des choses qu'eux-mêmes avaient vécues en PME ou en entreprise. Il y avait un truc, voilà, ça renvoie à l'émotion qu'on a pu vivre dans la vie, quoi. Là, on rejoint justement cette question de est-ce qu'il y a une frontière si marquée entre fiction et réalité. Enfin, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans tout ce qui est, enfin, à partir du cinéma moderne, si je dis pas d'erreur, c'est l'ouverture au réel, même dans la fiction. Il y a le choix aussi de pas toujours recourir à des scénarios totalement écrits, le choix de pas faire jouer des acteurs professionnels, de pas écrire les dialogues. Enfin, je pense que c'est... Oui, enfin... Ça, justement, j'aimerais vraiment entendre l'avis de M. Sothmann sur la question. C'est vrai qu'en ce moment, le cinéma, il y a vraiment... on fait de l'impro beaucoup, on cherche des acteurs dans la rue. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans le film que j'ai fait avec Larry, mais il l'opérait comme ça depuis longtemps et d'une manière un peu particulière. Là, c'est vrai que dans tout le cinéma français, notamment, on est comme ça dans une recherche du réel. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et je me demande ce qu'il pense de l'évolution du cinéma aujourd'hui. Je ne connais pas tous les cinémas qui existent aujourd'hui. De temps en temps, je vois un film ou je vois la télé, mais je ne connais pas tous les... Mais ce que tu dis de chercher la réalité, il me frappe que c'est un siècle, tout se recommence. Vous parlez de Pasolini, mais je me souviens très bien de Ladri de Bicicletti. Le voleur de bicyclette. Oui, le voleur de bicyclette. En ce temps-là, on cherchait tous les comédiens qui sont dedans, ce ne sont pas des comédiens, ce sont des gens de la rue avec un visage, avec un personnage expressif, et donc il l'utilise. Quand on fait un film, et quand on tourne un film avec des comédiens professionnels, on peut dire je veux avoir ça, ou je veux avoir ça, je veux avoir ça. Mais avec un amateur, c'est le hasard, n'est-ce pas? Peut-être il comprend, parce que c'est pas son boulot, peut-être il comprend ce que tu veux de lui, mais avec un vrai comédien, de temps en temps, s'améliore. Et vous connaissez sans doute Frank Sinatra, c'est un comédien un take. Il ne faisait qu'une fois la chose qu'on lui demandait. Je pense que l'improvisation n'est pas mal, mais je préfère, c'est mon boulot, et j'ai ma maison à payer, je préfère les scénarios écrits. Mais ce qui me tombe dans la tête quand vous parlez de tout ça, un scénario, un film, c'est quelque chose de moi. Pas tous les personnages, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est vraiment ce qu'il y a de moi, dans moi, que je veux exprimer. Quand j'ai fait un documentaire, et j'ai fait beaucoup de documentaires, c'est l'autre qui m'inspire, qui a une histoire à raconter, et ça, j'essaie de raconter, de lui donner tout l'honneur ou toutes les émotions. Ce ne sont pas moi, ce ne sont pas mes émotions, mais ce sont
les émotions d'un autre que je veux transformer, donner, participer avec une audience. C'est la différence pour moi entre le documentaire ou faux documentaire ou documentaire. Je ne comprends pas exactement la différence. J'ai toujours essayé d'être honnête avec les images et tout. J'ai toujours fait beaucoup de recherches pour donner aux gens tout l'honneur qu'ils méritent. C'est ça. Donc, improvisation, bravo. Mais le scénariste, il faut vivre aussi. Parce que j'ai l'extrême naïveté, et je l'assume, de croire qu'avec ces choses-là, on peut un peu infléchir la marche du monde, un peu. Dans la mesure où aujourd'hui, plus personne ne peut maîtriser ce qu'une image va devenir. Quand une image part sur Internet, on ne sait pas où elle va finir, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, ni la manière dont elle va être broyée, mangée, torturée et tout, etc. Donc envoyer comme ça des espèces de messages souterrains, je trouve que c'est presque salutaire de temps en temps. C'est vrai qu'en plus, on a une époque où à force de trop savoir, on ne sait plus rien. Enfin, il y a vraiment ce... moi, je travaille beaucoup sur la jeunesse, etc. Et c'est vrai que c'est fascinant, la complosphère. Donc là, on a les meilleurs documentaires de ces dernières années sont tous sortis sur la complosphère. Et il y a des sommets vertigineux. C'est-à-dire, il y a cette phrase que j'adore de Pasolini. Après, j'arrête de le citer, mais bon, je le cite tout le temps. Mais le complot nous libère de la lourde tâche de penser la vérité en solitaire. Et c'est vrai que il y a des réunions de complotistes et en fait ils s'engueulent tous parce qu'il y en a qui sont plus CIA, les autres ils pensent que c'est plutôt le FBI. Il y en a extraterrestres. Voilà, les juifs. Bon, ça devient vraiment nauséabond. Et c'est souvent d'ailleurs très drôle parce que c'est financé par l'extrême droite souvent, donc c'est très idéologisé. C'est des cercles qui pensent tout le reste du monde comme des moutons qui gobent la vérité qu'on leur donne. Et finalement, c'est eux qui entrent dans le jeu d'une idéologie d'extrême droite, finalement. Ça ne fait que les radicaliser à droite. Ça n'a jamais aucun autre effet. Et c'est vrai que j'ai l'impression que on n'a pas on manque de finesse analytique. C'est très très difficile aujourd'hui pour un ado de se structurer, parce que son premier média c'est Internet, et je pense que c'est un média extrêmement difficile à maîtriser, où on surfe de page en page. C'est très difficile de s'arrêter pour lire un livre, par exemple. Même pour moi, je suis pas si jeune, mais j'ai beaucoup vécu avec Internet. Je suis un littéraire, je fais que lire, c'est vraiment ce que j'aime faire. Avant d'aimer le cinéma, j'aime la littérature. Et pour moi, les premières pages sont difficiles. Le fait de faire un arrêt dans ce flot d'informations continue, de ne pas pouvoir cliquer sur un lien hypertexte pour sauter d'information en information. Donc voilà, c'est ça Internet en fait. On accumule, c'est la quantité plutôt que la qualité. Et du coup, on a l'impression... J'aime bien cette idée aussi qu'avec Wikipédia, en fait, comme tout le monde a Wikipédia sur son smartphone, tout le monde a l'impression de tout savoir. Tu vas parler à quelqu'un de la monoforme, par exemple, il va te dire oui, et il va te sortir un discours. C'est assez fascinant, en fait. On sait tout. Tous les jeunes pensent tout savoir, et ils savent tout en puissance, en fait. Mais ils ne savent rien. Oui, parce que tu as raison, Internet, ça ouvre tout un champ de connaissances, on a l'impression que tout est accessible, mais on oublie aussi que, notamment, je vais prendre l'exemple de la science, que la forme, la démarche scientifique ne passe pas par l'audiovisuel. C'est aussi ce qu'on a l'impression dans un reportage, qu'on va avoir une démarche scientifique, on reprend les codes de la démarche scientifique pour arriver à des vérités. Je suis pas bien sûre que ça soit la forme la
la plus adaptée à une recherche de vérité. Je dis pas que ça peut pas dire des vérités, hein. Et il y a comme Internet, c'est un support qui accueille de multiples supports audiovisuels, et qu'on a cette impression de connaissance par les vidéos, la multiplicité des vidéos, il y a peut-être ce que tu dis, cette confusion, ce flux incessant. On est dans l'ère la démocratisation de l'expertise, c'est-à-dire tout le monde est expert, quoi. Tout le monde fait une vidéo pour donner son avis sur. Donc ça, c'est assez fascinant aussi, quoi. C'est comment trouver. Et puis c'est des systèmes en vase clos, parce que ça fonctionne avec les réseaux sociaux, etc. On a l'impression d'être ouvert sur Internet, mais on n'est jamais plus fermé que sur Internet. On est à l'intérieur de sa subjectivité. Sur les réseaux sociaux, ils ont un nom terrible, quoi. C'est un réseau asocial, Facebook, c'est pas un réseau social. On pose des statuts et ensuite on commente, mais en fait le commentaire est plus important que le statut. C'est regardez ce que moi je sais, souvent en allant voir sur Wikipédia. Enfin voilà, il y a quelque chose de. Après, c'est formidable Internet. Hein. Je parle des mauvais aspects parce que voilà, on parle de la complosphère, on parle de toutes ces maladies de la raison, parce que c'est Edgar Morin qui dit ça. On est vraiment à l'ère de la maladie des maladies de la raison. Et c'est vrai qu'on retrouve tout ça sur Internet. Et c'est un lieu où pour pouvoir s'instruire sur Internet, il faut une ouverture de base. Il faut déjà une éducation, en fait. S'instruire sur Internet quand on n'a pas une éducation au sens critique, c'est catastrophique. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Tous les collégiens que je rencontre me parlent d'Illuminati, de francs-maçons. Et oui, non, je rajoutais justement, c'est vrai que là, moi je sais que la question en son temps s'était posée avec les documents interdits, alors que c'était vraiment des choses gentilles, mais la question de l'éthique du réalisateur qui va mettre en place un faux documentaire se pose immédiatement. C'est-à-dire que quel sujet avec quelles conséquences, parce qu'effectivement, lorsque les images sont prises pour argent comptant, là, il y a une véritable responsabilité morale du réalisateur. C'est-à-dire que ce que précisément on ne voit pas sur Internet, puisque là c'est un peu la poubelle à images, il y a tout qui vient, etc. Mais qui dans 10, 15, 20 ou 30 ans pourra, comment dirais-je, contrôler ce qui a été dit ou pas? Comment, à partir de là, dans la mesure où l'image qu'on va refaire peut tout à fait remplacer l'archive en place, qui va pouvoir dire voilà exactement ce qui a été dit ou pas? Voilà exactement une manière tout à fait insidieuse de pouvoir peser un peu sur la marge du monde. Je veux dire, les faussaires, c'est une activité fascinante, pleine de responsabilités en même temps. Et c'est vrai que l'aspect de la vérité est assez central, aussi bien dans ce jeu dans la fiction, où on cherche la connaissance du spectateur, mais même dans le faux documentaire, le plus loufoque possible, en utilisant justement ces codes de je te raconte la fiction ou je fais un reportage, on peut obtenir des choses assez incroyables. Je pense notamment à Sacha Baron Cohen, quand il fait Borat, et notamment quand il fait Borat à la télévision britannique, parce que le film était bien, mais ce qu'il faisait vraiment dans Ali G Show, avec son personnage d'Ali G et avec son personnage de Borat, il y avait vraiment un truc qui se passait, c'est-à-dire qu'il allait voir des vrais gens avec ce présupposé je suis une sorte d'amateur qui vient avec un personnage très fort, très loufoque, où les gens ne voient pas que c'est pas un vrai reportage, mais bon, et il va les interviewer de manière très très candide. Donc c'est en quelque sorte du faux documentaire, du faux reportage, mais il en sortait des choses. Les gens baissaient les armes, baissaient les boucliers parce que justement leur intervieweur était candide, et les mecs du FBI, les mecs qui parlent de la drogue, les mecs, ils sortaient des choses vraiment, on apprenait des choses et on apprenait la vérité de leurs interlocuteurs. Ils mettaient à nu beaucoup de choses, quoi, sur la religion, sur le trafic d'armes aux États-Unis. C'est vraiment intéressant. Là, il y a une vraie force du faux documentaire dans sa forme, vraiment, mais la plus loufoque possible. Je veux dire, c'est quand même une énorme farce,
mais il en sort quelque chose de vraiment intéressant. En mélangeant fiction avec, notamment dans Borat le film, en mélangeant fiction et vrai moment d'interview, quoi. De rencontre. Ouais, complètement. Oui, je voulais juste revenir sur une question terminologique, parce que il se trouve que, peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble qu'il y a une sorte de confusion entre le faux documentaire tel qu'on a pu tel qu'on peut le concevoir, quand on a voulu faire ce festival, et le sens de faux documentaire qui a pu être évoqué parmi vous au cours de la discussion. Je veux dire dans le sens où on pourrait appeler faux documentaire, du coup, un documentaire qui a prétention à dire la vérité, mais qui dit le faux de manière évidente. On peut penser aux films de propagande, ce genre de choses, qui a donc volonté à tromper, mais à tromper vraiment, comme quelque part. Et le faux documentaire comme le faux documentaire qui trompe pour après dire « je vous ai trompé et je vous ai bien eu ». Et en ce sens-là, la vérité du faux documentaire tel que je l'entends dans ce second sens, elle n'est pas dans le contenu du sujet traité, qui est plutôt un prétexte généralement, que vraiment dans la réflexion qu'il apporte au spectateur qui a été berné et qui se trouve face à sa crédulité, finalement. Et c'est ça, je trouve, la force du faux documentaire tel que je l'entends. Peut-être qu'il faudrait un autre mot, documentaire et faux documentaire dans un sens, mais il y a, pour ainsi dire, le faux documentaire qui dit des choses fausses en voulant tromper simplement, le film stalinien, le film de Goebbels, je sais pas, et ou d'autres choses, certains reportages qu'on peut voir à la télé, ou ce genre de choses, et les faux documentaires plus engagés, je pense même à Forgotten Silver, qui a été un canular absolument fantastique, qui a très très bien marché. Et c'était plus cette démarche critique qui critique véritablement la forme documentaire, avant même de proposer des vérités sur le sujet traité. Voilà, c'est ça. J'aimerais avoir votre réaction. Il y a aussi la catégorie du documentaire qui s'annonce comme un faux documentaire. C'est ça. Celui-là, je crois qu'on l'a plus abordé. C'est le faux documentaire qui s'annonce comme faux documentaire, qui emprunte des codes et qui nous promène là-dedans. Merci. Non, parce que finalement, il y a deux choses. C'est vrai que quand on regarde un faux documentaire tel que ceux qu'on a pu sélectionner, on vient au festival en se disant, je sais que c'est un faux documentaire, mais il y a le contexte. Et le contexte, par exemple, pour revenir à Forgotten Silver, c'était un contexte où on n'a pas annoncé tout de suite que c'était un faux documentaire. On l'a présenté comme étant en rentrant dans la salle qu'on va être trompé, ou si on ne le sait pas. Et à ce moment-là, le faux documentaire tel que monsieur Nicolas Landais le concevait, je pense, était plus dans ce sens-là, c'est-à-dire tromper pour montrer à quel point on peut être trompé facilement par les images, quitte à croire des choses tout à fait incroyables. Oui, c'est vrai que dans la matière, il y a plusieurs types de sujets, plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est vrai que Forgotten Silver, là, on a affaire finalement à un film classique qui prend une option de mise en scène. Je veux dire, qui ne peut pas vraiment raconter son histoire autrement que disons que, Naissance d'une nation, etc. Enfin, tous les grands films qui ont fait l'histoire du cinéma, Potemkin, tout ça, etc., sont nés de ce réalisateur et tout, etc. Mais là, je veux dire, c'est vrai qu'il prend des codes et tout, etc. Mais le film, dès l'instant où il est annoncé, Forgotten Silver est une œuvre magnifique, je veux dire, la question ne se pose pas. Mais dès l'instant où le film est mis en place, distribué, reprend les codes classiques de la promo et tout, etc., etc. Ça, je pense que c'est des choses qui affaiblissent du coup un peu la blague qui est mise en place. Moi, je veux dire, les faux documentaires que je préfère, parce que je trouve que c'est une forme qui colle au fond, qui colle à sa manière de à la distribution qu'il peut rencontrer, c'est la forme presque un peu insidieuse, c'est-à-dire comme si le spectateur devait tomber dessus presque par hasard. Et il est évident que la manière dont on découvre le film renforce aussi la crédibilité du film, puisque la plupart des documentaires ou mockumentary, comme on peut dire aussi, etc., qu'il a le terme, et du coup est presque plus
clair, trouve aussi, gagne en légitimité comment dirais-je, de la manière dont il est diffusé. Est-ce que si on prévient tout le monde, c'est évident que ça ne marche pas. Si au contraire il est découvert au coin d'une cinémathèque, comme par hasard dans une programmation ou quoi que ce soit, le fait d'imaginer de tomber sur quelque chose que l'on n'aurait jamais dû voir renforce terriblement la crédibilité du produit, parce que, là j'ai dit produit, parce que il est évident que ça c'est un adjuvant absolument indispensable à la crédibilité d'un documentaire. Comment on a pu y arriver, Là par exemple pour The Office, la chose se pose un peu moins. Je veux dire, c'est ce qui fait aussi du coup presque, je pense, la force de ce qui est vu, c'est qu'il n'y a aucune raison de rentrer en clandestin dans une PME. En revanche, découvrir un fait un peu extraordinaire ou quoi que ce soit, que c'était oublié sur les étagères d'une cinémathèque, là pour le coup ça renforce un peu le mystère. Je pense que la manière dont le documentaire est diffusé aussi renforce énormément sa crédibilité. Et d'où Internet d'ailleurs, la force aussi d'un moment d'avoir découvert une vidéo et d'avoir compris ce que personne n'a compris, d'être le premier, l'élu dans la complexité du monde. Voilà, quoi. Oui, non, tout à fait. L'élément de surprise compte énormément, et je pense aussi effectivement la grande phase d'interrogation. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est faux. Il faut laisser les choses un peu avancer. Moi, là-dessus, je serais un peu plus cynique que tout le monde. Je pense qu'il faut laisser les choses un peu mûrir, parce que de toute façon, la vérité finit toujours par sortir. Et après, elle pose un problème, une question sur la vérité. En même temps, tout dépend aussi évidemment le sujet du documentaire, ça va de soi. Il y a des choses assez horribles vraiment sur ce genre de... Donc moi je reviens un peu à la version propagandiste en fait de ce cinéma-là. Et en fait c'est un cinéma, finalement le cinéma de propagande et le cinéma les faux documentaires, mais faits à dessein pour révéler une vérité qui cache en fait des enjeux politiques, etc., sont des films passionnants si on sait, si on assoit le regard critique et qu'on sait. Sinon, c'est des films d'une dangerosité. Moi, je crois vraiment énormément à la dangerosité de ce qui peut, en tout cas chez les jeunes, de la manière de se structurer, quand on voit les taux de... comment dire, 30% au Front National, etc., les taux de radicalisation de la jeunesse, c'est des choses qui m'inquiètent beaucoup, énormément. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est que pour vous, il faut vraiment être dans une démarche consciente et donc critique pour être en alerte face au mécanisme, c'est ça? Quand on voit un documentaire, si c'est ce que j'ai compris. Parce que si on n'est pas en alerte, justement, on se laisse avoir, c'est ça? Donc il faut mieux le savoir, c'est ça que... En fait, pour moi, il y a deux versions. C'est soit ça peut être a priori ou a posteriori. Après, quand on est face à des films qui prennent la forme de documentaires pour révéler une vérité propagandiste, là, il faut être en alerte. Voilà. Après, pour les faux documentaires, j'aime beaucoup ce que dit Jean-Thédy Philippe. J'aime beaucoup cette idée de le découvrir, mais même peut-être longtemps après, d'avoir ce recul a posteriori et de revoir le film. Et c'est pas du tout le même film qu'on voit finalement. Quand on regarde un faux documentaire et qu'on le sait, on est beaucoup plus aiguisé. On va chercher le faux raccord, on va chercher l'acteur qui joue mal. On va chercher l'effet qui fait un peu trop cinéma. On va chercher vraiment les mécanismes de la fiction et les formes de la fiction dans le documentaire. C'est très amusant à faire aussi, mais je pense que ça peut être une deuxième lecture qui est plus constructiviste et qui n'est pas dans l'émotion. Justement, on perd un peu du coup l'émotion première qu'on peut ressentir. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire une vraie différence entre le film de propagande
propagande Oui. et le faux documentaire, quoi. Je veux dire, les films de propagande, enfin, moi je trouve qu'en général, il faut être assez aveugle pour pas les voir, pour pas voir que c'est de la propagande, parce qu'ils courent tellement après une démonstration unique que bon, je veux dire, c'est bon. Mais je veux dire, c'est vrai aussi, encore une fois, enfin, on l'a dit tout à l'heure, que c'est aussi une question de capacité critique par rapport à l'image, donc grosso modo de savoir ce qu'il peut y avoir derrière, avant, etc., à l'endroit où on est, et sur ce qu'on nous raconte. Je veux dire, ça c'est évident. Pour moi, le faux documentaire, je l'envisage pas autrement que dans des formes un peu ludiques, un peu drôles, un peu mystérieuses, un peu... ou alors sur des options de mise en scène qui s'éloignent de la mise en scène classique, très formelle et parfois un peu formatée, très formatée même aujourd'hui, pour essayer de redécouvrir un peu une matière un peu plus brute, à l'intérieur de laquelle il y aurait encore quelque chose un peu de découvrir, et si finalement, voilà, on parlait tout à l'heure d'émotion, bah peut-être que la vraie émotion c'est celle qu'on cache et qu'on laisse pas sortir ou qu'on sort de manière un peu très maladroite, peut-être que je veux dire, dans cette volonté de s'éloigner de la chose trop parfaitement mise en forme, on va retrouver un peu de fraîcheur. Je veux dire, là, je parle comme ça pour aller un peu vite, mais c'est vrai que pour moi, j'ai jamais envisagé le faux documentaire autrement que dans une forme un peu drôle, ludique, distanciée, quoi, des choses. Oui, c'est en effet à l'image de la programmation qu'on vous propose, il me semble. C'est vrai. Mais je serais, pour ma part, un peu plus sceptique que vous ne l'êtes vis-à-vis de la capacité des spectateurs à discriminer toujours ce qui peut être vrai ou faux. Justement, je crois oui. Non, mais là-dessus, il faut être clair. Je pense que dans l'océan d'images qui se déverse chaque jour devant nos yeux, que ce soit sur le net, que ce soit en télévision, etc., il est quasiment impossible de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, comment c'est monté, tout, etc. C'est un sujet énorme, là, on n'aurait pas assez d'une année de débat quotidien pour en faire le tour, quoi. Donc je pense qu'on est simplement livré là face à une espèce de matière brute où c'est presque un mélange de savoir et d'instinct qui nous fait entrevoir si le degré de vérité qu'il peut y avoir dans une image. Je veux dire, je temporise tout, quoi. Je veux dire, mais une image vraie à 100%, je ne sais pas ce que c'est. Je pense pas. Mais cette manipulation, elle commence au journal télévisé, tous les jours, encore une fois, quand on met de la musique sur un reportage, c'est juste hallucinant. Là, c'est de la manipulation immédiate, quoi. Immédiate. Quand je faisais la télévision et quand j'étais obligé de faire des reportages, j'ai toujours fait un plan d'un eau. Parce qu'on dit qu'il y a une grande foule était autour du ministère et tout. Et quand on enlève les caméras, on voit 50 gens qui font ça. Mais peut-être un expédiment, est-ce que c'est possible de remplir la salle avec des spectateurs pris de la rue et montrer 10 faux documentaires et 10 documentaires vrais, hein, et demander à eux, à l'audience, qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que c'est faux. Hier soir, j'ai beaucoup ri sur le truc avec le méridien et tout, avec les chiffres. Je suis absolument persuadé que 50% de l'audience prend parce que c'est vrai. Il y a des chiffres, il y a des lignes, il y a une voix convaincante et tout. Et c'est vrai, l'idiotie, n'est-ce pas? Il faut emporter le type qui a fait ça
Oui, dans un truc qu'on a. Dans une camisole de force. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à un moment donné, pour revenir à ce que tu disais aussi, c'est vraiment de révéler, que soit révélé que la connivence arrive à un moment donné ou à un autre. Mais ça peut être n'importe quand, ça peut être dès le début. Elle peut être d'ailleurs abandonnée. Je repense à Hainaut Président, qui était une série sur les coulisses d'un mec qui veut se présenter à la présidentielle et qui n'a pas du tout les moyens. C'était joué par Michel Muller, qui commence comme un documentaire. C'est une série, c'est 70 fois 4 minutes, qui était très drôle et qui commence comme un documentaire. Et au fil de la série, ils abandonnent cette forme documentaire, mais on assiste toujours et on a oublié que c'est plus. Ils ont abandonné la forme documentaire. Je repense notamment à Goodbye Belgium. Je ne sais plus si c'était ça ce titre, qui avait été fait en 2006. La télé belge avait fait c'était une fausse soirée en direct où ils annonçaient que la Flandre faisait sécession. Et c'était vraiment toute la Belgique, Flandre et Wallon, avait été vraiment choquée par le truc, parce que ça les plongeait dans leur réalité quotidienne et dans une angoisse économique, sociale, politique très forte. Et tout le monde n'avait pas compris au départ ce que c'était, mais ça a été révélé à la fin et ça a fait beaucoup parler là-bas. Je ne sais pas si ça les a aidés, mais je trouve que le procédé est très fort, en plus en direct. C'était en direct. Ce que vous dites, c'est déjà fait par Orson Welles, la guerre entre deux mondes, sur la radio. C'est vrai. Avant la guerre 40, il y a beaucoup de guerres dans ma vie. Mais c'est remarquable quand quelqu'un s'en fout de tout. Comme nous, il y a des conventions de journalistes, du journalisme et de cinéma et de documentaires et des interviews et tout. On voit Trump aux États-Unis, il s'en fout de tout. Et on le croit. On les croit. Parce qu'il l'audience, les gens qui ont le droit de choisir, de faire, manque l'intelligence ou les faits, parce que c'est plus les faits qu'on voit ça, ce sont des émotions. Et il y a le problème, vous parliez de la jeunesse tout à l'heure, de tout ce qui est aussi éducation aux images, quoi. Même quand on a en tête des procédés de montage, même quand on est initié à comment fonctionnent les images audiovisuelles, on se laisse prendre en effet par de l'émotion, par de la musique, parce que c'est puissant et de manière cognitive. Et voilà, toute la nécessité, ça se développe un peu très lentement, mais d'éduquer la jeunesse aux images et à décortiquer. Ce qui est intéressant avec Trump, justement, c'est que il y a beaucoup de ces électeurs qui savent, qui connaissent les faits. Mais en fait, c'est quand la volonté, l'envie de spectacle surmonte l'envie de solution. C'est lui aussi qui emploie, qui utilise l'image quand il arrive avec son 747, son avion et tout, et descend, et surtout il fait des réunions dans des hangars sur les aéroports. C'est vraiment César qui entre avec. Il y a peu de Astérix et Obélix aux États-Unis. Et sur Donald Trump, il y a quelqu'un qui est très très en pointe pour contrer l'absurdité des vérités qui sont proférées, des contre-vérités. C'est John Oliver, le mec qui fait un late show sur HBO et qui fait une sorte de faux documentaire, de sketch faux documentaire pour dire ok d'accord, donc on va construire un mur sur toute la frontière mexicaine, il va faire donc 6 mètres de haut, 10 mètres de haut, ce que propose Donald Trump, et il fait concrètement, il va voir les gens pour savoir comment on pourrait faire pour le construire, combien ça coûterait, etc. C'est une sorte de faux sketch, mais pour montrer par l'absurdité ce qui est avancé, puisque c'est avancé de manière massive effectivement, et c'est très inquiétant, parce que tout le monde rigole, mais en fait il monte dans les sondages, et lui, matraque. Juste, il prend, alors il est très très fort pour ça,
il met les choses sur la table, il dit qu'est-ce qu'il nous propose, mais dans tous les domaines, et c'est très très drôle. C'est une sorte de faux documentaire salutaire, c'est un peu un tuto, comme tu le suggères pour les jeunes. Trump est un personnage fait par lui-même sur la télé pendant des années et des années. Je sais plus le nom de cette émission de télé-réalité, mais c'était The Boss, ou enfin voilà, avec You're Fired. Enfin voilà, c'est un personnage de télé-réalité qui est absolument fascinant, qui est très ambivalent. Personne, ce qui est là où c'est assez effrayant et excitant pour les journalistes politiques en même temps, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il a dans la tête. Il a changé d'avis sur beaucoup de choses. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas le fond qui compte. Mais pour revenir, en fait, je trouvais intéressant ce que disait Jean-Teddy Philippe sur le fait que les faux documentaires, justement, permettent de manière ludique et légère aussi de chercher d'autres manières de faire du cinéma, de chercher à sortir du calibrage, donc de sortir de la monoforme, voilà, enfin, on peut revenir à ces termes-là. Et je trouvais intéressant parce que c'est vrai que le vrai problème pour moi, c'est le calibrage du scénario. Aujourd'hui, il y a beaucoup... il suffit de lire les manuels de Troubi, tout ça, dans toutes les écoles, on fait lire ça, même en France. Hein. Tous les scénaristes utilisent la même grammaire, toujours, c'est-à-dire... et c'est une grammaire capitaliste, c'est-à-dire le héros doit avoir... je sais plus, je l'ai lu, hein, mais bon, ça m'est un peu sorti de la tête. Le héros doit avoir un problème psychologique, un problème social, il doit avoir des buts, et c'est sa volonté pour surpasser ses problèmes et aller vers ses buts. Donc en fait, le héros, c'est un chef d'entreprise. On est vraiment dans le modèle libéral. C'est un modèle hérité d'Hollywood déjà. Oui, de toute façon, c'est sûr, ça a été... Je crois que le premier, c'était qui avec les travaux d'Hercule, etc. Il y a eu un premier livre comme ça, manuel, c'est un peu écrivez votre scénario, clé en main, voilà, enfin, et c'est dans tous les domaines de la vie, je veux dire, on retrouve ça dans d'autres arts, mais justement, je voulais votre avis là-dessus, parce que, en tant que scénariste... Je crois que c'est dingue, n'est-ce pas? Les étudiants à l'université qui font l'étude de scénario, du film ou de télé, ils ont vu 600 films, et avec ça, ils pensent qu'un film doit se dérouler comme ça. Mais c'est pas vrai, pas du tout. Parce que le public, stupide peut-être, mais peut être surpris. Et quand on fait ça, quand on fait un scénario basé sur 500 autres films, on voit le 501 et le public veut voir le 530 ou 40. J'ai essayé une fois pour la télé de comprimer de grandes, comment ça s'appelle, oraisons de Shakespeare, par exemple. Marc-Antoine avec le cadavre de César. Qu'est-ce qu'on fait? On ferait aujourd'hui pour le diminuer. Nous n'avons que 45 secondes. Donc, friends, Roman, countrymen, lend me your ears. Friends, no, they're not as friends. Romans, we know that he is in Rome. Countrymen, of course there's a countryman. Lend me your ears. Why is he there? So we got the first thing. And if you continue like that, pardon, si on continue comme ça, il ne reste de Hamlet ou Il y avait un cartoon il y a quelques jours dans le International New York Times dans Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, and a man is there with his ordinateur et c'est tout long.
get it. It's very, very, very funny. You have to. C'est assez passionnant de voir, de regarder, d'aller voir n'importe quel blockbuster actuel et je peux te dire à l'avance les lignes presque. Et des fois, c'est vraiment d'une très très abscon sur la forme, quoi, avec une ou deux grandes phrases philosophiques qui seront dans la bande-annonce. Enfin, c'est assez fascinant, et en même temps, c'est vrai que les producteurs poussent vers ces formes de cinéma-là parce que c'est confortable, ça marche. Pas tous les producteurs, hein. Il y a des producteurs formidables, j'en rencontre tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a cette grammaire qui compose quand même, je dirais 90% du cinéma, pour être gentil, actuel, et qui est une grammaire, et puis en ce moment c'est le cinéma social en plus, donc voilà, il y a des grandes tendances. Et c'est compliqué de s'inscrire en faux par rapport à ça, et c'est vrai que les faux documentaires permettent, c'est intéressant je trouve, parce que ça permet d'explorer d'autres formes, de se surprendre, et puis c'est vrai que ça a été inventé aussi dans cette optique, avec notamment tout le travail de Watkins, qui est cette optique de faire basculer le spectateur dans autre chose, de lui livrer une autre expérience. Et juste un mot par rapport à ça, c'est vrai que j'aime beaucoup, je suis vraiment, vous l'avez compris, un passionné de Pasolini, parce que justement, j'aime son rapport à la réalité. Il n'aimait pas la vérité, mais il aimait la réalité, mais c'est pas un réalisme comme une sorte de réalisme qu'on fait aujourd'hui, c'est très compliqué. En fait, la réalité est pour lui sublime, extraordinaire dans chacun de ses recoins. Il a un rapport poétique à la réalité et il retranscrit ça au cinéma en utilisant des peintres, etc., en utilisant des références. Mais ce rapport-là est intéressant parce qu'il explose la grammaire, justement. Il n'y a plus de retour à la grammaire cinématographique, c'est son rapport à lui, direct à la réalité, en autodidacte, et je trouve que c'est une piste intéressante pour un cinéma moderne. Alors après, moi, c'est vrai que je fais de la poésie, j'écris, donc c'est particulier, tous les cinéastes ne sont pas poètes et ne sont pas dans ce rapport-là, mais voilà, c'est ça. Il disait que le cinéma était un langage de la réalité. Il reprenait ça, c'était un fan de la sémiologie, de Bourdieu, etc. Et voilà, en tout cas, c'est pour moi, plus qu'un langage de vérité, c'est un langage de réalité. Là, vous parlez de Pasolini, et puis juste avant des problématiques du cinéma qui est aussi une industrie, et avec ce que ça engage, que le film soit aussi un produit standardisé parfois. Et puis on finira peut-être là-dessus, et en effet, Pasolini, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout enclin à la concession et critique par rapport à cette, si je dis pas de bêtises, justement cette consommation. Voilà, si vous aviez encore des thèmes, sinon on peut passer à la discussion. Je voulais juste rajouter justement sur ce côté, sur la grammaire, et le scénario aussi, c'est qu'il y a un truc très marrant dans le faux documentaire, c'est la reconstruction de la réalité, qui est un travail qui existe déjà dans la fiction, mais dans le faux documentaire, c'est un vrai boulot, un gros boulot de pouvoir rendre quelque chose croyable, effectivement, que ce soit dans la direction d'acteurs, où les acteurs viennent, je me rappelle sur le bureau, les acteurs venaient d'horizons très très variés. Il y avait des acteurs de théâtre, il y avait Berléand qui était une sorte de machine de mémoire incroyable, qui retranscrivait une sorte de naturel, mais après coup avec énormément de mémoire, et puis des acteurs qui n'en étaient pas, en fait, qui venaient de PME, qui puisaient dans leur vécu, tout ça sur des choses écrites, c'est assez complexe, quoi. Et puis il y a une deuxième phase aussi où c'est ça qui est intéressant par rapport à la fiction, c'est de faire vivre, justement, tu parles d'industrie, de faire vivre un peu le côté laborieux de la fabrication du documentaire.